Ok, bonjour tout le monde. Donc, on va terminer les cours de virologie, mythologie aujourd'hui. Et donc, jusque-là, en tout cas pour ma part, on a regardé comment fonctionnent les virus sur le plan moléculaire. La semaine dernière, on a regardé les particularités des virus des plantes. Et aujourd'hui, notre sujet, ça va être comment font les virus pour nous infecter. Et donc, on est sur, on porte dans le regard sur les pathologies et les épidémies virales. Donc, je commencerai par quelques généralités sur les infections virales. Une chose qui va être importante, c'est de comprendre un petit peu pourquoi il y a quelques infections qu'on attrape une fois dans la vie et on a une protection à longue durée, tandis que pour d'autres virus, on peut être infecté de façon répétée. Et donc ça va être lié à ce qu'on appelle les sérotypes de différents virus et leur neutralisation ou non par des anticorps. Alors, une fois qu'on a regardé ça, on va considérer quelques exemples spécifiques, le virus de la poliomyélite, le virus de la dengue aussi, et les enjeux de la vaccination et de l'éradication. Je passe juste pour voir si j'ai la dernière version. Si, j'ai la dernière version, donc je pense que c'est OK. Oui, c'est bon. Ensuite, le virus de la grippe, qui présente un autre problème, notamment son potentiel pandémique lié à sa capacité d'effectuer ce qu'on appelle un saut antigénique. Et on va terminer par les maladies à prions, qui sont un autre type d'agent infectieux transmissible, mais ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un virus. On va voir ce que c'est un prion. Ok, donc juste pour les infections virales. Donc, toute infection virale doit démarrer par le virus qui arrive à nous infecter. Donc, un virus a besoin d'une porte d'entrée dans l'organisme. Et la plupart du temps, les virus vont nous infecter via les muqueuses. Un virus a besoin de trouver une cellule vivante pour l'infecter et les cellules épithéliales des muqueuses sont des cellules vivantes, donc les virus peuvent les infecter. Donc on a des virus qui infectent la muqueuse gastro-intestinale, donc leur mode de transmission, ça va être par voie orale. Et par exemple, on a les rotavirus qui donnent des gastroentérites, le virus d'hépatite A qui donne une hépatite aiguë, c'est un virus avec une transmission orale. Et le virus de la poliomyélite est également un virus qui va installer ou initier son infection à la muqueuse gastro-intestinale. On a des virus qu'on attrape par voie aérienne, par l'inhalation, qui vont nous infecter via la muqueuse respiratoire. Le virus de la grippe, les rhinovirus qui donnent des rhumes, mais également les adénovirus et le virus de la rougeole. Ça se transmet par voie aérienne. Et à ne jamais oublier, donc on a des virus à transmission sexuelle qui vont installer une infection dans la muqueuse génitale. Donc classiquement VIH, le virus de l'hépatite B et les papillomavirus humains. Alors, la peau, de façon générale, c'est relativement peu propice aux infections virales parce que la surface extérieure de la peau est constituée des cellules mortes. Okay, la surface cornée de la peau, ce sont des cellules mortes, et donc un virus ne peut pas vraiment les infecter. Parce qu'un virus a besoin d'une cellule vivante pour l'infecter. Alors, il existe néanmoins certains virus qui peuvent s'infiltrer si on a une petite abrasion, une petite coupure sur la peau. Donc, les papillomavirus qui donnent des verrues plantaires, par exemple, ou des verrues sur les doigts ou sur la main, s'installent avec juste une infection un petit peu sur un bout de peau qui est un peu abîmé. C'est pareil pour certains poxvirus qu'attrapent les enfants.
Mais la plupart des infections virales qui ont un site d'initiation qu'on pourrait appeler cutané, ce sont des virus qui vont être transmis à travers la barrière cutanée par un vecteur. Donc les virus qui sont transmis par des moustiques ou les tiques, donc la morsure ou la piqûre du vecteur va introduire le virus sous la peau et c'est comme ça qu'il peut installer ses premiers cycles de réplication. Donc ça c'est vrai pour la fièvre jaune, virus de la dengue, et puis il y a plusieurs infections virales et bactériennes transmises par les tiques. Alors un autre mode de transmission, c'est transmission sanguine, donc par le sang. Donc la transfusion sanguine a été un facteur de contamination par le VIH, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C historiquement. Avant qu'on en identifie ces virus et qu'on développe les tests de dépistage pour savoir si un donneur est infecté ou non par ces virus, c'est une source de contamination dans les stocks de sang. Et puisque ces trois virus installent des infections chroniques avec une charge virale élevée dans le sang, c'est pour ça que la transition sanguine est toujours un facteur de risque. Donc évidemment, utilisation de drogues injectables, donc si on utilise le même matériel d'injection entre une personne et une autre, bah, ça peut transmettre le virus avec ce qui est injecté dans la seringue. Donc toujours un problème dans certains contextes pour la transmission de ces trois virus chroniques. Un autre truc, on y pense moins souvent, c'est la greffe d'organes, parce que cette fois-ci, ce sont des herpesvirus, le virus Epstein-Barr, le cytomégalovirus. Donc, si on a une greffe de cellules souches hématopoïétiques, ces virus-là peuvent arriver aussi par la greffe, parce qu'ils persistent de façon latente dans des cellules qui font partie de la greffe. Les cellules sanguines dans ce cas. Alors, d'autres modes de transmission majeurs des virus, c'est la transmission mère-enfant. Extrêmement important, et c'est le vecteur ou le mode de transmission le plus important pour la maintenance ou le maintien du VIH, du virus de l'hépatite B dans la population. Au niveau mondial, en termes de nombre de nouvelles contaminations, la transmission mère-enfant, super important pour le virus de l'hépatite B et très très important pour le VIH. Et cette transmission mère-enfant, ça peut être in utero, pendant la grossesse, mais souvent c'est lors de l'accouchement, parce que le bébé qui est né va être mis en contact direct avec éventuellement le sang de la mère ou les sécrétions vaginales qui peuvent porter le virus. Donc transmission mère-enfant, super important, et c'est la raison pour laquelle on recommande une vaccination contre l'hépatite B très tôt après la naissance, et même le jour de la naissance en cas de grossesse d'une mère d'une femme qui a une hépatite B chronique. Il faut vacciner le bébé le jour de sa naissance. Donc ces modes de transmission, extrêmement importants de les définir pour telle ou n'importe quelle infection bactérienne ou virale, parce que le mode de transmission détermine qu'est-ce qu'on met en place comme moyen de lutter contre la maladie en empêchant la transmission. Donc, par exemple, porter un masque sur le visage, ça ne va pas être très efficace comme mesure de prévention pour prévenir l'infection par le VIH. Porter un préservatif, ça ne va pas vous protéger contre une infection par le virus de la dengue. Okay? Donc, les mesures de prévention sont adaptées à tel ou tel virus à cause des modes de transmission. C'est très important de connaître tout ça. Alors, le virus, il arrive à nous infecter, et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, soit on va avoir une infection localisée, qui est caractérisée par la réplication virale qui reste circonscrite et limitée au site initial de l'infection. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas de passage du virus dans le sang, donc on n'a pas de virémie.
Et de façon générale, les infections qui sont localisées ont une période d'incubation courte. Donc une période d'incubation, c'est le laps de temps entre le jour où on est infecté et le jour où on commence à avoir des symptômes. Donc c'est la phase dite asymptomatique, une phase d'incubation. La phase d'incubation. Donc, par exemple, un virus de la grippe, si je chope une infection par la grippe, la période d'incubation va être 2 ou 3 jours. Je chope l'infection, 2 ou 3 jours après, toux, fièvre, maux de tête, etc. Rotavirus qui donne les gastro-entérites, ça peut être une période d'incubation de 24 heures. On est contaminé, le lendemain matin, on a le gastro. À côté de ça, on peut avoir une infection généralisée. Dans ce cas-là, l'organe cible qui provoque des symptômes, ça va être distant du site initial de l'infection. Et pour passer du site de l'infection à l'organe cible, le virus passe par le sang, donc on aura toujours une virémie. Et donc ça, c'est le cas pour, par exemple, la rougeole, la varicelle, l'infection par le VIH. Donc la rougeole, site d'infection initiale, c'est les voies respiratoires. Les symptômes, ça va être des éruptions cutanées partout sur le corps, donc c'est une infection généralisée. Pareil pour le varicelle, le VIH, le site d'infection initiale, les muqueuses génitales. L'organe cible, c'est les lymphocytes T, c'est les calpus dans le système immunitaire, partout dans les organes lymphoïdes secondaires, donc partout dans le corps. Donc c'est une infection généralisée. Alors, ces infections à infection généralisée ont tendance à avoir des phases, des périodes d'incubation plus longues, 1 à 3 semaines, ou des fois 3 semaines, 1 mois, plus que ça des fois. Parce que le virus a un peu plusieurs cycles de réplication sur le site initial de l'infection. Ensuite, il passe en mode infection généralisée. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on perçoit les premiers symptômes. Donc le processus entre l'infection et quelqu'un qui se sent malade, ça prend un peu plus de temps. Alors, donc, on chope une infection, on tombe malade, et une fois qu'on tombe malade, on a 2 types d'infections qui peuvent s'installer. On peut avoir des infections qui sont aiguës, et lors d'une infection aiguë, on va avoir un pic de réplication virale qui est suivi de près par des pics de symptômes. Et ensuite, si ça se passe bien, notre système immunitaire va se mettre en place et il va éliminer le virus. Donc ça y est, c'est bon, on a été infecté, le virus s'est répliqué, on a eu des symptômes, on l'a éliminé et puis on est bon. Alors, si ça ne se passe pas très bien, on peut tomber de plus en plus malade, les symptômes s'aggravent et puis à la fin, on meurt. Donc là, par exemple, les virus qui sont fortement pathogènes, comme le virus Ebola-Zaïre ou le virus de la rage, les taux de mortalité vont être supérieurs à 50%. Tandis que pour les rhumes, par exemple l'infection par un rhinovirus, les adénovirus, même le virus de l'hépatite A, dans l'immense majorité des infections, on a des symptômes aigus, ça se résolve et c'est bon. L'infection est terminée. À côté de ça, on a également des infections persistantes. Et les infections persistantes peuvent être chroniques ou latentes. Dans le cas d'une infection latente, la primo-infection se passe un peu comme ce qu'on a vu ici. Donc, on a le virus qui nous infecte, il se réplique, on a des symptômes qui se mettent en place et d'apparence, on a éliminé le virus. Donc, si on teste dans le sang, il n'y a plus de virus présent, on n'a plus de symptômes, mais le virus persiste sous forme latente quelque part dans le corps. Et ces formes latentes peuvent se réactiver des mois ou des années après.
et la réactivation sera accompagnée d'une repoussée de symptômes. Et puisqu'on élimine pratiquement jamais le virus latent, en fait, ces réactivations et réapparitions de symptômes, ça peut durer toute la vie. Donc ça, c'est typiquement les herpès-virus qui installent ces infections latentes. Le virus herpès simplex, le cytomégalovirus, le virus Epstein-Barr. Il persiste sous forme latente chez nous et notre système immunitaire est toujours en train de les supprimer. Supprimer la réplication ou la réactivation de ces infections latentes. Pareil pour la varicelle, c'est un autre exemple d'un herpès virus latent. Ouais, je vais dire ça. Donc, en vieillissant, notre système immunitaire, comme tout le reste d'ailleurs, devient moins performant. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des zonas, par exemple, qui se déclarent plutôt chez les personnes de plus de 50 ans. Parce que le virus a persisté de façon latente après l'infection qui a donné la varicelle dans notre jeune enfance. Et avec un petit peu la diminution de réponse immune spécifique de ce virus, on redevient un peu susceptible aux réactivations du virus latent qui donne des zonas. Donc maintenant, c'est pour ça que les personnes âgées peuvent être vaccinées pour prévenir ces réactivations. Alors, à côté de ça, certaines infections persistantes sont chroniques, c'est-à-dire qu'après la primo-infection, on n'arrive jamais vraiment à contrôler la réplication virale. Donc, dans une infection chronique, il y a toujours une réplication active du virus. Donc, on a toujours du virus dans le sang. Et donc, on a une chronicité qui peut être accompagnée de poussées de symptômes. Et plus long que ça dure, plus les symptômes vont devenir graves. Et puis, à la fin, le virus peut nous tuer. Donc, ça, c'est typiquement le cas des virus des hépatites chroniques, le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C. Or, cette chronicité dure pendant des décennies et ça a une durée tellement longue que ce n'est pas forcément l'infection virale chronique qui va nous tuer, parce qu'entre-temps, on a largement le temps de faire une crise cardiaque, développer un cancer ou se faire renverser par une voiture. Donc, les mortalités dues aux infections virales chroniques, ce n'est pas 100%, parce que ça dure longtemps et on peut développer d'autres choses qui vont nous tuer entre-temps. Le VIH, c'est un peu entre les deux, c'est une infection chronique lorsqu'on n'est pas traité, mais le problème, c'est qu'il est toujours impossible de guérir cette infection parce que le virus persiste sous forme latente, ce qui le permet de se réactiver si on arrête le traitement antirétroviral. Donc le VIH, c'est une infection chronique, mais il persiste aussi grâce à sa latence, ou à cause de, peut-être plutôt. Ok, donc j'ai un peu évoqué, je ne sais pas pourquoi il me fait ça, c'est super chiant ça. Donc j'ai un truc, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ok, bon, allez, on va. Donc il m'a ajouté un formatage dans mon tableur que je ne sais pas d'où il vient. Donc j'ai un peu évoqué cette question de pathogénicité ou virulence d'une infection virale. D'accord? Donc, en disant que pour les infections aiguës, il y a une différence entre une infection comme une infection par un rhinovirus qui aura un taux de mortalité presque zéro et un virus très pathogène comme le virus de la rage. Et donc, ce qui permet de quantifier cette pathogénicité chez l'humain, dans une population humaine, ce sont les CFR et les IFR. Donc, le CFR, le taux de mortalité par cas, c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre de cas cliniques. Et ça, ce n'est pas la même chose que le taux de mortalité par infection, le IFR.
parce que ça, c'est le nombre de cas mortels divisé par le nombre total d'infections. Et de façon générale, c'est plus facile de connaître le CFR que le IFR, parce que dans le IFR, on doit comptabiliser toutes les infections asymptomatiques ou qui ne sont pas suffisamment graves pour qu'on aille chez le médecin. Donc, pour les infections par le virus de la grippe, on a peut-être 30 à 50% des infections chez les jeunes adultes qui sont asymptomatiques. Donc, vous n'allez jamais aller voir le médecin, vous allez peut-être vous sentir mal d'autres jours. Et voilà, donc ça, c'est pas facile à compter. Ce qui est relativement plus facile à compter, c'est le nombre de cas cliniques, quelqu'un qui se sent suffisamment malade pour aller voir un médecin. Et dans ce cas-là, dans les bases de données, on peut savoir combien on a eu de cas de syndrome grippal l'hiver dernier, par exemple. Donc, pour de nombreux virus, on dispose d'une mesure du CFR, le taux de mortalité par cas. Donc, le virus Ebola Zaïre, le plus grand des épidémies qu'on a connu, c'était il y a une dizaine d'années en Afrique de l'Ouest. On a eu pratiquement 30 000 cas avec plus de 11 000 décès et le CFR était d'environ 40%. Donc ça, extrêmement pathogène comme virus. Pour le virus de la variole, les données historiques, parce que ce virus n'existe plus, il a été éradiqué par la vaccination. Une série de cas en Inde en 1970, c'était 3000 cas, presque un peu plus que 900, de 900 décès, un CFR de 30%. Donc ça c'est souvent cité comme chiffre, mais il faut garder en tête qu'ici, c'est une série de cas de patients hospitalisés. Donc non seulement ils étaient suffisamment malades pour aller voir leur médecin, mais aussi pour aller chercher des soins à l'hôpital. Donc CFR de 30% parmi les patients hospitalisés. Virus de la rougeole, il y avait une grande épidémie en République démocratique du Congo en 2019, plus de 300 000 personnes infectées et 6 000 décès. Donc le CFR, environ 2%, majoritairement des enfants. Et pour la grippe, bon, on a des millions de cas tous les hivers, et avec quelques milliers de décès, avec un CFR de 0,4-0,5%. Donc ça, c'est la dernière saison grippale avant la Covid. Donc ça donne une sorte d'idée de qu'est-ce que c'est un CFR ou la pathogénicité ou la violence de l'infection virale. Donc d'autres statistiques importantes en épidémiologie sont par exemple la prévalence, l'incidence et le taux d'attaque. Donc la prévalence, c'est le nombre ou la proportion de personnes avec une infection à un moment donné, et tandis que l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas ou de nouvelles infections par unité de temps. Et donc la prévalence et l'incidence peuvent être très différentes, surtout pour des infections chroniques, parce que les infections chroniques, ça persiste longtemps dans le corps, donc on peut avoir une prévalence qui est très élevée, mais les taux d'incidence des nouvelles infections par an qui est relativement petit. Donc par exemple, c'est pour ça que j'ai représenté les chiffres de incidence et de séroprévalence pour le VIH en différents pays. Donc le pays avec l'épidémie la plus importante au monde, c'est l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. On a une séroprévalence d'environ 19% chez des adultes, et ça c'est mesuré chez les femmes entre 15 et 40 ans. C'est une cohorte que l'on teste lors de leur suivi prénatal. Donc les chiffres datent de 2019, j'ai regardé les chiffres 2024, actuellement ça a baissé, c'est à peu près 18%, mais toujours relativement élevé. Et l'incidence qui maintient... ok, je reparlerai peut-être un peu de ça. Mais l'incidence est beaucoup moins. Okay, on a peut-être 200 000 nouvelles infections, on avait estimé 200 000 nouvelles infections par an en 2019. Au Royaume-Uni et la France, c'est un peu la même chose.
la prévalence 0,2%, mais on n'a que quelques milliers de nouveaux cas. Donc l'incidence beaucoup plus faible. Donc pour éliminer une infection, éliminer une maladie virale d'un pays et du monde, ce qu'il faut arrêter, c'est des nouvelles infections. Donc il faut bosser à réduire ça, mais en fonction du virus, la prévalence, il va prendre peut-être du temps à baisser. Alors, dernière chose qui est indiquée ici, c'est le taux d'attaque, l'attack rate, c'est-à-dire la proportion de la population atteinte à la fin d'une vague épidémique. Donc ça, c'était quelque chose qui était un facteur important, par exemple, pour gérer la COVID-19, parce qu'on avait un nouveau virus qui arrivait dans une population totalement vierge, qui n'avait jamais vu, entre guillemets, ce virus. Donc, a priori, tout le monde était susceptible à cette infection. Donc, on pouvait s'attendre à des taux d'attaque assez élevés. Dans un hôpital, combien de personnes dont le personnel de soins pouvaient être infectées? Ça pouvait être une proportion élevée, et c'est pour ça que ça représentait un vrai risque. OK, donc, chiffres épidémiaux. Alors, neutralisation et sérotype. Pourquoi ça, c'est important? Alors, lorsqu'on a une infection virale, ce qui va le contrôler, d'ailleurs, ça, c'est censé être rouge, ça, c'est le pic de réplication virale, ça, c'est des symptômes, et ce qui permet d'éliminer le virus, c'est notre système immunitaire. Et globalement, c'est la réponse immune cellulaire qui va vraiment éliminer les cellules infectées. Et ensuite, on aura la réponse humorale, c'est-à-dire les anticorps spécifiques du virus qui vont être mis en place dans un deuxième temps, mais qui vont persister pendant longtemps. Et c'est principalement des anticorps qui vont nous protéger contre une seconde ou une troisième infection. Alors, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des infections, ce que moi j'ai appelé les infections ponctuelles, les infections virales qu'on attrape une fois et on acquiert une immunité à long terme. Donc on peut citer la variole, n'existe plus, mais lorsque ce virus existait, si on l'attrapait, on avait une immunité qui durait la vie. C'est vrai pour la rougeole, les orients, la varicelle. À côté de ça, on a des infections qui sont récurrentes, c'est-à-dire on peut les choper plein de fois. Les rhinovirus et les adénovirus qui provoquent des rhumes, on peut en choper 2 ou 3 par an. Et ça revient et ça revient. Et c'est aussi vrai pour le virus de la grippe. Donc on a tous été infectés probablement de multiples fois par ces virus. Alors ce qui les distingue, c'est le nombre de sérotypes. Donc pour toutes les infections pour lesquelles on acquiert une immunité durable contre ce virus, le virus présente qu'un ou un nombre limité de sérotypes. Tandis que pour les adénovirus et les rhinovirus, on a des dizaines de sérotypes différents. Et comme on verra pour le virus de la grippe, c'est compliqué, mais c'est quelque chose de semblable. Donc un sérotype, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je chope un rhinovirus la semaine prochaine, je vais développer des anticorps contre ce rhinovirus. Mais ces anticorps ne vont pas être capables de me protéger contre une autre souche du même virus, parce que ce sont des sérotypes différents. Ah ben voilà, j'avais mis ça ici dans le texte. Ok, donc les anticorps spécifiques d'un adénovirus de sérotype A ne protègent pas contre l'infection d'un adénovirus de sérotype B. Donc on peut être réinfecté plusieurs fois. Alors techniquement, comment on fait pour mesurer ça? Si on a des anticorps neutralisants dans notre sang contre un virus ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un prélèvement de mon sang
je vais préparer des dilutions de 2 en 2. Ça, c'est dilué au 4e, au 8, 16e, etc. Et je vais inoculer, je vais mettre ces dilutions de sérum dans des puits. Et tous les puits, je vais les infecter avec la même dose de virus, 10 TCD50 par puits. Donc tous les puits devraient être infectés. Je vais mettre en culture pendant une semaine ou 2 ou quelques jours. Ensuite, je vais regarder quels sont les puits qui ont été infectés. Donc, quand mon sérum est très dilué, les anticorps dans le sérum sont dilués, ils n'arrivent pas à bloquer le virus. Donc, tous les puits sont infectés. Mais dans le sérum peu dilué, les anticorps sont présents en forte concentration et ils arrivent à bloquer le virus. Le virus ne peut pas infecter les cellules. Donc, avec ce résultat-là, je détermine la dilution qui permet de bloquer 50% de mes infections. Donc, j'ai une courbe comme ça, le pourcentage de puits positifs. C'est un peu comme le TCD50. Okay? C'est un peu le même principe. Et donc, je vais trouver la dilution qui me bloque 50% de mes infections. Et dans ce cas, j'ai un titre neutralisant de 1 sur 40. Donc au labo, ce qu'on peut faire pour ça, c'est avoir un virus qui exprime un gène porteur fluorescent. Et par exemple, je peux tester des puits incubés avec mon virus qui exprime le gène reporter, incubés avec différentes dilutions d'un sérum négatif et un sérum positif. Donc pour le sérum négatif, quelle que soit la dilution, j'ai toujours plein de cellules infectées que l'on voit avec la fluorescence, tandis que avec mon sérum positif, là j'ai bloqué toute l'infection, toutes les infections, là j'ai bloqué tout, là j'ai bloqué une partie, et à partir d'1 sur 10 000, je commence à avoir un taux d'infection assez important. Donc mon sérum ici va avoir un titre neutralisant d'environ 1 sur 10 000. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Alors, qu'est-ce qui est spécial sur les anticorps neutralisants? Ils peuvent se fixer sur la particule virale et bloquer les interactions entre la protéine ou la glycoprotéine d'attachement viral et son récepteur. Ou éventuellement bloquer l'interaction avec un corécepteur. Ou éventuellement bloquer le déploiement de domaines de fusion qui sont absolument nécessaires pour une entrée infectieuse d'un virus enveloppé. Donc on a différents mécanismes d'action d'anticorps neutralisants. Et la raison pour laquelle ils peuvent nous protéger contre les infections futures, c'est parce qu'ils peuvent être sécrétés dans les muqueuses sous forme d'anticorps IgA. Donc les IgA vont être présents au site initial de l'infection par le virus. Donc ils vont le bloquer même avant qu'il arrive à infecter une seule cellule. C'est ça leur importance. Alors une chose à comprendre, c'est que tous les anticorps qui vont se fixer sur la surface d'une particule virale ne sont pas forcément neutralisants. Donc ça, c'est un peu un concept difficile, mais ça veut dire que l'action des anticorps neutralisants, il va être spécifiquement lié à leur capacité de bloquer une de ces étapes. Mais si on se fixe ailleurs sur le particule virale, sur un site qui n'est pas super important, en fait, l'anticorps peut se fixer, le virus, il s'en fiche un petit peu. Alors, comment on détermine si deux virus sont de sérotypes différents? Donc, j'ai deux souches, par exemple d'un adénovirus, la souche A et la souche B. Donc, et j'ai un sérum que j'ai obtenu auprès d'une personne ou un animal qui était infecté par la souche A. Donc, le sérum vient d'une personne infectée par la souche A. Et lorsque je fais mon test de séroneutralisation, je vois que, une certaine dilution, j'arrive à bloquer l'infection. Alors, si je prends le même sérum, qui va être capable de bloquer ou neutraliser la souche A, mais je mets la souche B, mais c'est la même espèce de virus, c'est juste une autre souche, ce que je vois, c'est que toutes les cellules sont infectées, quelle que soit la dilution de mon sérum. Dans ce cas-là,
le sérum qui neutralise le virus A ne peut pas neutraliser la souche B. Et dans ce cas-là, les deux souches sont deux sérotypes différents. Et donc, c'est comme ça qu'on sait qu'on a une tonne de sérotypes différents de virus, des rhinovirus, mais qu'on n'a qu'un seul sérotype du virus de la varicelle, par exemple. Quelle que soit la souche, que je prends ça chez quelqu'un ici, en Chine, aux États-Unis ou au Mali, le sérum va inactiver le virus. Toutes ces différentes souches sont le même sérotype. Ok, donc on va voir si vous avez compris ça. Je n'ai pas mis sur ma doc, donc on va faire juste à main levée, puis on discutera un peu de ça. Et comme d'habitude, je parle trop pendant ce cours. Je suis en retard sur mon planning. Donc on va être obligé de faire un peu vite et rapidement les questions. Alors on va commencer par le bas. On va commencer par D. Les anticorps neutralisants protègent contre une infection future. Qui dit oui? Et qui dit non? Ah, la réponse est oui. Les anticorps neutralisants, c'est ça le rôle de protéger contre une infection future. Donc D, c'est oui. C'est 1 sur 100 000, c'est un fort titre d'anticorps neutralisant. Qui dit oui? Qui dit non? La réponse est oui. 1 sur 100 000, ça veut dire qu'on a dilué notre sérum 100 000 fois, il est encore capable de bloquer les infections virales. Donc ça, c'est fort, ça, c'est fort. 1 sur 100, c'est pas très très fort. 1 sur 10 000, c'est fort. 1 sur 100 000, c'est très fort. Ça marche comme ça, l'échelle de mesure. Un anticorps neutralisant doit empêcher la fixation d'un virus à son récepteur cellulaire. Qui dit oui? Qui dit non? C'est une question vicieuse. C'est un mécanisme de neutralisation, mais ce n'est pas le seul. Donc il y a d'autres choses. Donc soit c'est ça, soit c'est domaine de fusion, par exemple. On peut empêcher la fusion membranaire. Et A, les anticorps neutralisants se fixent sur la capside des virus nus et des virus enveloppés. Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, la réponse est non. Pour les virus enveloppés, ce sont les glycoprotéines enveloppes qui vont être importantes. Mais pour les virus nus, non enveloppés, les anticorps neutralisants vont se fixer sur la capside. C'est le truc qui est à l'extérieur de la particule virale. D'accord? Donc, c'est la cible d'un anticorps neutralisant dépend de la structure du virus. OK. Donc là, on va passer aux exemples spécifiques. Donc, le premier, c'est le virus de la poliomyélite, pour lequel il existe 3 sérotypes. Et donc ça va être important. Donc, c'est un virus non enveloppé, virus nu avec un génome en ARN brun plus, comme on sait très très bien. Il nous infecte via la muqueuse gastro-intestinale avec une transmission fécale orale. Donc, l'immense majorité des infections sont totalement asymptomatiques. Le virus se réplique dans l'intestin, il est sécrété à forte concentration dans les selles et il va contaminer l'eau. Mais dans 95% des infections asymptomatiques. Mais dans une minorité des cas, on peut avoir des symptômes mineurs, malaise, fièvre, se sentir fatigué. Et dans une partie de ces infections, on aura et ça va durer une semaine, phase d'incubation 1 à 2 semaines avant d'avoir des symptômes. Et on peut aussi avoir une phase méningée. Donc, maux de tête, raideur de la nuque, des choses comme ça. Et ce qui témoigne d'une infection dans le tissu nerveux, de système nerveux. Et dans moins de 1% des infections, c'est moi, je suis en train de pointer sur mon écran et pas ici.
Okay, dans moins de 1% des infections, on a une paralysie flasque qui se déclare. Et cette paralysie, 5 à 10% des personnes touchées vont mourir et les restes, ils vont garder les séquelles permanentes, plus ou moins graves, avec un handicap physique à vie. Alors, la vaccination est notre moyen de lutter contre cette infection. Et donc, ça, ce sont les chiffres du nombre de cas de poliomyélite avec une paralysie par an aux États-Unis et au Japon, avant et après l'introduction de la vaccination au milieu des années 1950 et à partir des années 1960, pratiquement 0 cas de poliomyélite dans ces deux populations. Donc, la vaccination a montré ses preuves pour contrôler cette infection virale. Et il existe deux types de vaccins. Le vaccin anti-poliomyélitique injectable, le IPV, et le vaccin anti-poliomyélitique oral. Donc, les deux sont de nature différente. Donc, le virus inactivé, on le donne par injection. On a besoin de quelqu'un qui va faire l'injection. Mais en termes de sécurité, il n'a absolument aucun risque. Le virus antipoliomyélitique oral, c'est un virus atténué qui est capable de se répliquer, mais qui a perdu sa neurovirulence. Donc, on peut le donner par voie orale et on n'a pas besoin de professionnels de santé pour donner le vaccin. Et son coût par dose, c'est 10 fois moins cher que le vaccin antipoliomyélitique, le vaccin injectable. Le problème, c'est que il a la capacité de perdre sa virulence, de perdre son atténuation. Donc, pendant la vaccination, la souche vaccinale va se répliquer dans l'intestin et pendant ces tours de réplication, le génome viral peut muter. Et donc, le virus peut regagner sa virulence. Pour la personne ou l'enfant qui est vacciné, ce n'est pas un risque parce que la réponse immune de l'enfant va aller vite et elle va contrôler la souche vaccinale qui pousse. Mais le problème, c'est que l'enfant vacciné, chez lequel le virus a une réversion vers la virulence, va commencer à sécréter du virus qui peut être nocif. Donc c'est ça que je veux dire, une réversion vers une souche pathogène. Et comme on va voir, il peut aussi se recombiner. Ah non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi les bases moléculaires de l'atténuation? Donc, on a développé ces souches vaccinales dans les années 1950, et à l'époque, le séquençage n'existait pas, mais depuis, on a séquencé le génome des souches vaccinales et des souches sauvages, et on a testé pour savoir quelles sont les mutations qui rendent le virus inoffensif. Et c'était fait pour les 3 sérotypes du virus. Et ce que l'on voit, que dans tous les 3 cas, on a 2 sites où les mutations interviennent pour atténuer la neurovirulence. On a des mutations dans l'IRS, donc on a une initiation de l'introduction qui est moins efficace chez les souches vaccinales, et on a des mutations dans les protéines de capsid. On dit que ça rend la particule virale un peu moins stable ou moins apte à interagir avec son récepteur. Donc, on a ces sites d'atténuation, mais le problème, c'est que si, lors de la réplication du virus, ces mutations vont aller dans l'autre sens, le virus il va récupérer sa virulence. Donc, c'est ce qu'on appelle une réversion vers un génotype virulent. Et pour quel génotype ça va être le plus problématique? Ou le sérotype? Quel sérotype? Le sérotype 2, parce que c'est que 2 mutations qui distinguent la souche vaccinale d'une souche virulente.
Donc le sérotype 2, c'est un problème. Et si on a cette reversion de virus atténué vers une forme violente, c'est ce qu'on appelle un VDPV, un virus de la poliomyélite dérivé du vaccin. Ça, c'est ici, il est excrété par une personne et ensuite il disparaît. Mais s'il peut être transmis et il enclenche les cycles de transmission, c'est ce qu'on appelle un virus de la poliomyélite dérivé du vaccin circulant, un CVDPV. Et à l'heure actuelle, ce sont les CVDPV qui sont le plus grand obstacle à l'élimination totale de ce virus. Donc en 1988, l'Assemblée générale de l'OMS avait voté pour dire voilà, on va essayer de totalement éradiquer ce virus, comme on avait fait pour la variole. La polio, c'était la prochaine cible. Donc ça, c'était, OK, on essaie de totalement éradiquer ce virus et l'Assemblée générale s'est donné à peu près 15 ans pour le faire. Bah, ça n'a pas réussi. Donc actuellement, on a un certain nombre de pays avec des cas de poliomyélite et le plus grand nombre de cas sont dus à ces souches circulantes dérivées du vaccin. Et il n'y a que le sérotype 1 qui persiste en forme sauvage, et ça c'est en Pakistan et en Afghanistan, dans les zones qui sont très très difficiles à atteindre par des campagnes de vaccination. Donc pour le CVDPV2, qui est le plus répandu, c'est toute une ceinture de pays africains qui sont touchés par ce virus qui circule encore. Alors, comment on fait pour contrôler cette infection, pour essayer de savoir si le virus persiste encore? Bon, en fait, on va avoir une surveillance clinique des enfants qui tombent malades avec une paralysie flasque aiguë. Le problème avec ça, c'est que ça va représenter moins de 1% des cas, 0,5% au grand maximum. Non, ça va représenter 0,5% des infections. Donc pour chaque enfant qui a une paralysie flasque aiguë, il y a eu 200 autres infections dont la plupart étaient asymptomatiques. Alors, donc il faut un autre type de surveillance. Donc on peut faire des prélèvements de sel de tout le monde dans l'entourage et voir qui a le virus, mais ça c'est un peu pas le faire à l'échelle d'un pays ou d'une ville entière. Donc ce que l'on fait, c'est détecter le virus dans l'environnement par PCR dans les eaux usées, comme ce qu'on a vu un petit peu dans les télés. Et donc ça donne une surveillance globale. Et donc il y a certains pays qui font ça. Et notamment, ça permet de voir si on a une circulation de virus de la poliomyélite, même dans les pays où on n'a aucun cas symptomatique. Et donc en Europe, c'était un article qui a été publié l'année dernière, et chaque fois qu'on a un carré en or, là, ça c'est une VDPV2 qui était détectée, mais ensemble avec un entérovirus. Et en fait, en Europe, actuellement, on a une circulation d'une forme d'un virus recombinant entre des entérovirus, partie 5' et 3' du génome, ce sont des entérovirus, et les protéines de capsides sont les protéines de capsides de la souche vaccinale 2. Donc c'est un problème mondial, ce n'est pas qu'un problème pour les pays en Afrique, on a ces formes recombinantes qui circulent encore, et pour tout vous dire, les perspectives d'une éradication de ce virus sont compromises parce qu'on a ces souches qui circulent, qui peuvent se recombiner avec d'autres entérovirus. La perspective d'une éradication semble se reculer. Or, initialement, on avait dit, oui, ça va être facile, c'est un virus qui infecte que l'espèce humaine, il n'y a pas de réservoir animal, on n'a qu'à vacciner toute la population mondiale et le virus sera éliminé. Mais on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Je vais probablement sauter les questions pour pouvoir essayer d'arriver à la fin de ce que j'avais préparé. Je reviendrai à la fin si on a le temps. Alors, un autre virus qu'on a vu sur le plan moléculaire, c'est le virus de la dengue. C'est un
un orthoflavivirus, n'est-ce pas? Avec, pareil, un virus aérien brin plus, mais cette fois-ci avec une particule virale enveloppée. Alors, il y a 4 sérotypes du virus de la dengue et c'est une infection transmise par des moustiques de type Aedes, Aedes aegyptus et Aedes albopictus, le moustique tigre. Et il existe, et il circule dans la nature, dans un réservoir animal. Donc, pour la dengue, aucune possibilité d'éradiquer ce virus. Parce que même si on protège les populations humaines, il va toujours circuler dans son réservoir animal. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a une infection par le virus de la dengue introduit par le moustique? Donc, il y a une certaine proportion d'infections asymptomatiques ou avec peu de symptômes. On a du mal à connaître vraiment le nombre total d'infections asymptomatiques. On a un temps d'incubation d'environ 1 semaine. Après, on va avoir une très forte fièvre, maux de tête, myalgie. Et dans la plupart des cas, ça va bien se passer. On aura une passage fiévreuse, très douloureuse. On a des douleurs musculaires très, très intenses, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Mais dans environ 1% des infections, peut-être un peu moins, on a des formes sévères, dont une fièvre hémorragique. Et donc, si on a des bons soins hospitaliers, le taux de décès va être à peu près 1%, mais si on n'a pas accès à des bons soins à l'hôpital, on peut avoir la mort dans peut-être 20% de ces cas sévères. Et donc, en 2024, on a estimé qu'il y a eu peut-être 15 millions de cas symptomatiques et peut-être 12 000 décès en tout au niveau mondial. Alors, donc c'est un problème et le virus est présent dans de nombreux pays. Donc c'est un problème mondial, c'est une priorité d'un enjeu de santé mondiale de contrôler ces infections. Une des complications avec la dengue, c'est que si on est infecté une première fois, normalement ça se passe plutôt bien, mais les symptômes ont tendance à être plus sévères si on est infecté par une deuxième sérotype différent. Et l'explication qui est proposée, c'est que lorsqu'on a une infection, on va développer des anticorps contre la souche qui nous infecte. Dans les anticorps, on va avoir des anticorps neutralisants et des anticorps non neutralisants. Si on est infecté par un autre sérotype, les anticorps neutralisants ne se fixent pas. Mais on aura toujours des anticorps non neutralisants qui vont couvrir un petit peu la particule virale, mais qui ne vont pas l'empêcher d'infecter des cellules. Et le fait d'être recouvert d'anticorps va permettre le virus à infecter des cellules qui normalement captent les complexes recouverts d'anticorps, les monocytes macrophages par exemple. Donc on a une infection qui peut être plus sévère à cause de la présence de ce qu'on appelle des anticorps qui facilitent, des anticorps facilitant l'infection. Donc ça, c'est un truc spécifique pour le virus de la dengue. Donc ça rend un petit peu la perspective de vaccination complexe. Mais néanmoins, on a tenté de le faire. L'idée, c'était que, bon, OK, il n'y a que 4 sérotypes, ça doit être possible. On a su le faire pour le virus de la poliomyélite avec 3 sérotypes, avec 4 sérotypes, on n'a qu'à faire la même chose. Et l'approche vaccinale était intéressante sur le plan de la virologie moléculaire, parce que chez Sanofi Pasteur, on s'est dit, en fait, le virus de la dengue, c'est un flavivirus, et le virus type de la famille des flavivirus, c'est le virus de la fièvre jaune. Et on a déjà un vaccin très efficace et très sûr contre la fièvre jaune. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre une partie du génome du virus de la fièvre jaune, illustré en jaune ici. On va garder ça, on va juste remplacer le gène codant pour les glycoprotéines d'enveloppe et le précurseur et la protéine de matrice
par les séquences correspondantes du virus de la dengue. Donc les souches vaccinales sont des souches de virus recombinant ici. Donc ça, c'était développé par Sanofi Pasteur. Et une autre approche, c'était de faire un peu la même chose, mais cette fois-ci, c'était une souche du virus de la dengue de sérotype 2 qui était atténuée. Donc on avait réussi à avoir une souche inoffensive pour un sérotype, et ensuite, par génie moléculaire, on a fait les souches atténuées pour les 3 autres sérotypes en remplaçant glycoprotéines d'enveloppe, précurseurs et protéines de matrice des 3 autres sérotypes. Donc, à nouveau, des virus recombinants. Donc, on a fait ça. Alors, quels étaient les résultats? Alors, le Temvaxia a été autorisé en 2015 grâce à des résultats positifs dans 3 grands essais cliniques. Mais le problème, c'est que par la suite, on a compris que le vaccin était protecteur uniquement si les enfants étaient déjà séropositifs. Chez des enfants séronégatifs, ils avaient un risque augmenté d'avoir une infection symptomatique ou très sévère. Et ça c'était un grand échec, une énorme déception. Pour le vaccin expérimental TAC 003, ça c'est un peu mieux. Donc cette fois-ci, on n'a pas plus d'effets indésirables sévères chez les enfants avec le vaccin versus l'enfant avec le placebo. Et c'est la même chose chez les enfants séronégatifs ou séropositifs. Donc il y a des progrès pour la vaccination contre la dengue. Alors, virus de la grippe. Là, on a une autre problématique. Le virus de la grippe, qu'est-ce que ça nous donne en pathologie? Bon, on le connaît tous. On a fièvre, fatigue, myalgie, maux de tête, tout. Ça peut durer quelques jours, une semaine. Si on a la malchance, on va avoir une surinfection bactérienne ou on peut avoir le virus qui s'installe dans les poumons et qui va nous donner une pneumonie. Alors, pour la grippe saisonnière, comme je disais, peut-être un tiers, peut-être la moitié des infections sont asymptomatiques chez les adultes de moins de 65 ans. Et les personnes qui sont le plus à risque pour des formes sévères sont les personnes âgées et les jeunes enfants. Alors, il y a des morts tous les hivers provoquées par la grippe. Et ce que j'avais dit, c'est qu'on a un CFR inférieur à 1% pour la grippe saisonnière. Alors, on a 3 types qui circulent, le virus de la grippe de type A, H1N1, le type A, H3N2 et le type B. Alors, pour ce qui nous concerne, les anticorps, les infections répétées, les 2 cibles sont les médglutinines à la neuraminidase, qui sont les glycoprotéines à la surface du virus, et c'est l'hémagglutinine qui est la cible principale des anticorps neutralisants. Alors, les sérotypes chez le virus de la grippe, c'est un truc un peu compliqué, c'est-à-dire que si j'ai un tas de sérums et un tas de souches virales, mon sérum bleu, il va peut-être être capable de neutraliser les souches A et B, mais pas tous les autres. Mon sérum bleu foncé va être capable de neutraliser B, C et D, mais pas les autres. Mon sérum bleu clair va pouvoir neutraliser les souches D, E et F et pas les autres. Et petit à petit, je vais découvrir que en fait, j'ai 2 sérogroupes de virus parce qu'il y a un peu de chevauchement entre la neutralisation de ces souches par ces sérums et la neutralisation de ces souches par ces autres sérums. Et je n'ai pas vraiment de chevauchement entre les deux. Donc, toutes ces souches-là, je vais les remettre dans le sérogroupe H1 et toutes ces souches-là vont être dans le sérogroupe H2. Mais un sérum ne peut pas être capable de neutraliser toutes les souches au sein de mon groupe H1. Donc, c'est un peu différent par rapport à la dengue ou à la poliomyélite. Alors, qu'est-ce qui permet au virus d'avoir cette variabilité? C'est parce que son récepteur, ce sont les sutures glycaniques avec un acide sialique, et le virus, il est capable de muter tous les acides aminés qui sont autour de cette poche de fixation sur l'acide sialique,
en fait, il est toujours capable de se fixer sur son récepteur, mais il va échapper aux anticorps. Donc, il est éternellement en train de muter pour échapper aux anticorps qui sont présents dans la population que le virus infecte, mais il peut toujours se fixer à son récepteur. Et en fait, avec le temps qui avance, le virus qui est en circulation, il est modifié. Il ne reste pas tranquille, il est tout le temps en train d'évoluer. Ce qui fait que la souche du virus H3N2 qui était en circulation en 2007, il n'existe plus, elle n'existe plus. Elle a été remplacée par les variantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être impossible d'éradiquer le virus par la vaccination, parce qu'il bouge tout le temps, et que les vaccins contre la grippe saisonnière vont avoir une efficacité variable. C'est autour de 50% bon an, mal an. C'est pour ça que des gens, ils râlent, ils disent j'ai été vacciné, mais j'ai quand même chopé la grippe. Et ça, c'est parce que les souches vaccinales doivent être décidées 6 à 9 mois avant l'épidémie virale. Donc, si on a une bonne cohérence entre la souche vaccinale et le virus de la grippe qui circule l'hiver prochain, ça marche plutôt bien. Si c'est mauvaise pioche, en fait, le vaccin va être moins efficace. Mais c'est mieux que rien. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle la dérive antigénique, c'est-à-dire que le virus est toujours en train de bouger et dériver. On continue. Mais à côté de ça, on a un autre processus qui s'appelle la substitution ou le saut antigénique. Et ça, c'est possible parce que si on a deux souches du virus de la grippe qui infectent la même cellule chez la même personne, les deux virus vont répliquer leur ARN génomique dans la même cellule. Et lorsque cette cellule infectée va libérer des particules virales par bourgeonnement, en fait, il peut libérer des virus avec un génome mosaïque parce que le virus de la grippe a un génome segmenté. Donc, on peut avoir ici 3 segments génomiques d'un virus humain et tout le reste. Bizarre, j'ai un virus mutant ici qu'avec 7 segments génomiques, je devrais en avoir 8. Oups. Et ce virus-là, il va avoir le reste de son génome qui vient d'un virus aviaire. Et ces sauts antigéniques sont à l'origine de la majorité des événements pandémiques. Les pandémies grippales ont deux origines, soit la transmission d'un virus aviaire à l'homme, c'était le cas pour la grippe espagnole, mais tous les autres pandémies grippales au cours du XXe siècle avaient une commune origine, l'émergence d'un nouveau virus réassortant entre un virus aviaire et une partie d'un virus humain. Et donc, à chaque fois que ça arrive, on a un virus qui est très différent de tout ce qui a circulé dans la population humaine, mais qui a néanmoins une partie de son génome qui vient d'un virus humain et qui est capable de se répliquer chez nous. Donc c'est pour ça qu'on redoute ces événements et les transmissions de virus aviaires chez l'humain. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ok, bizarre, j'ai recopié un peu mal, recopié mes trucs. Alors, donc on a toujours un peu peur que des virus aviaires vont réussir à infecter quelqu'un, et chez cette personne infectée, il peut y avoir un réassortiment avec un virus humain, et ça sera ça la nouvelle souche de grippe pandémique. Et donc on a une surveillance mondiale de souches de virus de la grippe aviaire qui peuvent être fortement pathogènes, comme la H5N1, et on essaye de prévenir l'émergence de la nouvelle pandémie. Alors, actuellement, ce qui est inquiétant, c'est la H5N1, qui a émergé il y a une vingtaine d'années. Pendant longtemps, il faisait rien, on pensait qu'il allait disparaître, mais en 2020, on a une résurgence très très rapide, et ça c'était à cause d'une recombinaison entre la souche H5N8
hautement pathogène et une souche H5N1 faiblement pathogène circulant chez les oiseaux sauvages. Et donc ça, c'est ce qui nous a donné la nouvelle souche H5N1 fortement pathogène chez les oiseaux sauvages et qui a vraiment ravagé les populations d'oiseaux aquatiques et qui a réussi à toucher les élevages aux États-Unis et bizarrement est transmissible aux vaches. Mais pour l'instant, peu de cas humains et très peu de cas très sévères. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment surveillé de près par l'Organisme mondial de la santé et les agences nationales. Donc voilà, la Covid-19, on a eu une pandémie. On surveille les souches de grippe aviaire pour prévenir une prochaine pandémie grippale. Donc, dans le dernier quart d'heure, je vais vous présenter les maladies à prions. Et donc, qu'est-ce donc ce truc? Alors, l'exemple ou la maladie emblématique des maladies à prions, c'est ce qu'on appelle la tremblante du mouton, ou en anglais le scrapie, qui est une maladie chez des moutons qui a été décrite et connue depuis le XVIIIe siècle. Donc on connaît cette maladie chez les éleveurs. Et lorsqu'on commence à l'étudier au début du XXe siècle dans les écoles vétérinaires, dans les facultés d'école de vétérinaire et tout ça, on reconnaît que c'est une neuropathie. Donc on va faire une autopsie chez les moutons qui sont morts de la maladie. On se rend compte que leurs cerveaux portent des lésions importantes. Et on réussit à transmettre la maladie d'un mouton à l'autre par une inoculation intracérébrale. C'est-à-dire on prend le cerveau d'un mouton malade, on va faire un broyat, on l'injecte dans le cerveau de notre mouton, on regarde s'il tombe malade. Et si on attend 1 ou 2 ans, le mouton qui a reçu l'injection du cerveau d'un mouton malade va tomber malade. Donc c'est une maladie transmissible. Alors, on a essayé de rechercher une bactérie, pas de bactérie. C'est un agent filtrable, c'est plus petit qu'une bactérie. Mais alors, est-ce qu'un virus? Alors, difficile de voir. Le séquençage d'ADN pas inventé, des séquençages pas inventés. On sait que certains virus, on a du mal à les cultiver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité avec une dose extrêmement importante de rayonnement ionisant, suffisamment pour casser n'importe quelle molécule d'ADN ou d'ARN. Donc, un génome viral ne pouvait pas survivre à ce traitement. À la grande surprise, les extraits de cerveau de moutons malades traités de cette façon-là restent infectieux. Donc ça veut dire que l'agent infectieux, la particule infectieuse, ne comprend pas d'acide nucléique. Ça, c'était une énorme surprise, ça. Donc personne ne comprenait que ce qui pouvait se passer. Alors, c'est à ce moment-là on a la connexion humaine. Donc, en termes de pathologie, les lésions dans le cerveau, la tremblante du mouton ressemblait un petit peu à une maladie neurodégénérative rare, qui est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie familiale dans 10% des cas. Dans 90% des cas, ce sont des cas sporadiques, aucune cause identifiée, avec des lésions typiques qu'on dit spongiformes. Et en termes de pathologie, en anatomie, là, en histologie, ça ressemble à ce que maladie décrite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le kourou. Et donc, toutes ces deux maladies sont transmissibles aux chimpanzés par l'inoculation intracérébrale. Et la première personne à faire le lien entre ça et la tremblante du mouton, c'était un vétérinaire, M. Hadley, qui en 1959 a dit « il y a un truc de semblable ici. Ils sont transmissibles et ils donnent le même type de pathologie. C'est le même type de truc qui est responsable de tout ça. » Et c'est là où on a un peu le concept de maladie à prions. Les maladies qui sont transmissibles
et qui donne ces pathologies au cerveau très rares, mais à 100% de cas mortels. Alors, la particule infectieuse, pas d'acide nucléique, pas d'ARN, pas d'ADN. Mais c'est quoi alors? Mais en 1982, Stanley Prusiner a réussi à purifier la particule infectieuse qui était en fait une protéine qui s'appelait la protéine PRP, protéine à prion. Donc il a reçu le prix Nobel pour cette découverte en 1997. Et puisqu'il a obtenu la protéine purifiée, il a ensuite pu séquencer la partie N-terminale de la protéine. Et avec cette séquence, il a pu identifier le gène codant pour cette protéine. Et grande surprise, enfin, convergence scientifique peut-être plutôt, le gène qui code pour la protéine prion, qui est la particule infectieuse, c'est également le même gène qui est muté chez les patients avec des formes familiales de la maladie à Creutzfeldt-Jakob. Donc on a eu deux trucs très très différents, une maladie transmissible chez le mouton et une maladie familiale mais très rare. Et les deux lignes des deux types d'investigation nous mettent la main sur le même gène. Alors, que se passe-t-il? Alors, le processus de développement de la pathologie est lié au fait que la protéine PRP est capable d'exister ou d'adopter deux conformations différentes. La conformation normale, ce qu'on appelle la PRP-C, en forme structure majoritairement en hélice alpha, ou uniquement en hélice alpha d'ailleurs. Cette conformation-là n'est pas nocive et pas transmissible. Tandis que la conformation qui est formée de hélice alpha et de foyer bêta, ce qu'on appelle la conformation PRP-SC, c'est cette conformation-là qui est pathogène. Et ce qui semble se passer, c'est que lorsque, donc, dans votre cerveau, dans mon cerveau, peut-être, qui sait, on n'a que les formes PRP-C de la protéine. Tout se passe bien, pas de problème. Mais s'il arrive par malheur une protéine avec la conformation SC, elle va commencer à se fixer et à interagir avec les protéines PRPC, avec la conformation normale, et elle va les déformer. Donc, j'ai la protéine avec la conformation PRP-SC, elle va se fixer sur une protéine avec la conformation normale, et elle va la forcer à prendre la conformation pathogène. Et cette modification structurale va se propager dans toutes les molécules de PRP que l'on a dans le cerveau, et ça va finir par former des agrégats, et c'est l'accumulation de ces agrégats qui donne l'encéphalopathie spongiforme. Donc, où est l'information biologique qui est transmise? Ce n'est pas une séquence d'ADN, ce n'est pas dans la séquence des acides aminés dans la protéine. L'information biologique, c'est dans la conformation tridimensionnelle de la protéine. Et une protéine qui adopte la conformation PRP-SC est capable de transmettre cette conformation à d'autres protéines qui ont la conformation normale. Et c'est pour ça que c'est un truc qui est transmissible. Donc c'est vraiment extrêmement bizarre. C'est une maladie transmissible sans acide nucléique. C'est l'inverse des viroïdes. Les viroïdes, c'est un ARN transmissible sans protéine. Et ici, c'est une protéine infectieuse sans ARN ou sans ADN. OK, donc est-ce qu'il y a un risque pour nous, ça? Parce qu'on a des formes très rares, très sporadiques, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et on a une maladie chez les moutons. Bon, ben, les moutons, on va juste faire attention à eux, mais est-ce qu'il y a un risque pour nous?
Malheureusement, dans les années 80, au Royaume-Uni, on a modifié les processus de production de farine animale. Et donc, on a commencé à mettre des abats de moutons comme ingrédients dans les farines animales qu'on donnait à nourrir aux vaches. Donc, les vaches commençaient à manger les farines animales contaminées par les protéines prions PRP-SC venant des moutons. Et petit à petit, on commençait à avoir ces vaches infectées. Et la maladie, c'est une maladie à évolution lente, ça prend des années. Et en fonction du mode de transmission, la période d'incubation est plus ou moins longue. Si on a une inoculation dans le cerveau, c'est 1 ou 2 ans dans le système expérimental. Si on a une inoculation dans le péritoine, ça prend plus longtemps. Donc ici, avec une transmission par l'alimentation, on avait une maladie à développement lent. Et le temps qu'on commence à voir que les vaches avaient développé une nouvelle maladie, l'encéphalite spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, en fait, on avait déjà des dizaines de milliers de vaches qui avaient été contaminées. Et des gens qui avaient mangé des produits de viande bovine venant de ces vaches. Et on a vu les gens qui mangeaient cette viande bovine contaminée, on a vu l'apparition de la maladie Creutzfeldt-Jakob, nouvelle variante. Et c'était nouveau parce que les personnes touchées étaient plus jeunes, parce que la maladie à Creutzfeldt-Jakob, c'est une maladie de personnes âgées. Et donc ça, c'était quelque chose, dans les années 1990, on commençait à voir des jeunes adultes avec cette maladie neurodégénérative mortelle. Et en gros, entre 1996 et 2006, on n'a eu que 170 cas. Donc, initialement, on ne savait pas trop combien de cas on allait avoir. Donc, c'était un truc où les épidémiologistes commençaient à avoir très très peur. Parce que une année, on avait ce nombre de cas. OK, ça c'est le nombre de cas et ça c'est par année. Donc 2 cas. La prochaine année, on avait 4 cas. La prochaine année, on avait 8 cas. On commençait à avoir un truc. Ça c'est quoi ça? Exponentiel. C'est le début d'une pique épidémique. Donc quand on est au début là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, surtout avec une maladie lente. Donc on ne savait pas si la courbe allait être comme ça ou comme ça. Donc quand on était ici, là au début du pic, bon, il pouvait y avoir une centaine de cas ou il pouvait en avoir 10 000. Donc on a eu du bol, donc on n'a eu que 170 cas, mais ça n'empêche pas le FS de m'interdire de dons de sang. Encore maintenant, parce que j'ai habité au Royaume-Uni pendant les années 80, là où début des années 90, là pendant les périodes pendant lesquelles le risque de transmission par la viande bovine était plus élevé. Donc moi je suis encore considéré comme un risque de maladie de vache folle par l'EFS en France. Donc je ne peux pas donner mon sang à cause de ça. Donc ça c'était un truc historique. Alors quel est le risque actuel? Il existe une autre maladie à prion chez les cervidés qui s'appelle la maladie débilitante chronique qui touche des populations de cervidés en Amérique du Nord. Et c'est une épizootie qui s'est largement répandue depuis l'an 2000 avec des élevages touchés et également les populations sauvages en liberté. Donc avec on ne sait pas trop combien, mais certainement des dizaines de milliers de bêtes qui sont infectées. En fait, là, il y a un risque potentiel de contamination chez les chasseurs, parce que les gens ils vont aller les chasser pour aller les manger. Donc il y a un risque potentiel de transmission de cette maladie aux chasseurs américains. Donc voilà pour les maladies à prions. Donc les points majeurs aujourd'hui, pour les pathologies virales,
Donc on chope un virus, ça peut être très très mortel ou ça peut être carrément asymptomatique. Donc c'est selon le virus et selon aussi votre état de santé général. Si vous êtes jeune adulte bien portant, en général, il y a moins de cas très très sévères. Les jeunes enfants, les personnes âgées sont généralement plus à risque. Chiffre important, le CFR, IFR, incidence-prévalence. Pour les sérotypes, les anticorps neutralisants, c'est pour ça qu'on est protégé par la vaccination ou par les infections à notre enfance. Ça détermine quel virus on peut éventuellement éradiquer ou non. Si on n'a qu'un seul sérotype ou un nombre limité, c'est peut-être possible. S'il n'y a pas de réservoir animal, c'est peut-être possible. Pour le virus de la grippe, ça ne va pas être possible pour ces deux raisons, parce qu'on a la dérive antigénique, parce que le virus est en train de muter tout le temps et qu'on a des réservoirs chez les animaux, chez les oiseaux, qui font que il y a toujours un risque pandémique. Le virus peut se transmettre d'une espèce à l'autre, on ne sera jamais débarrassé. C'est un peu comme les coronavirus humains, on ne va jamais se débarrasser de ces virus et il y aura toujours un risque de nouvelles pandémies. Pour les maladies à prions, le truc à retenir, c'est une protéine qui transmet la maladie. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas une bactérie, c'est une protéine mal pliée qui peut nous infecter et qui a toujours un potentiel de transmission zoonotique d'un animal chez nous. Ok, donc je vous remercie de votre écoute et puis c'est fini pour les CM, on se revoit certains en TD.